Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus. À la une, le Mali cible de multiples attaques dans différentes villes du pays. Kati, Gao, Kidal et Mopti. L'armée qui confirme des combats et évoque des groupes terroristes non identifiés. Ces attaques ont été revendiquées par le JNIM allié au Front de libération de l'Azawad. On fera le point en début de journal avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Vague d'arrestations ce samedi au sein de l'opposition tchadienne, des arrestations qui interviennent au lendemain de la dissolution du GCAP, groupe de concertation des acteurs politiques, principale coalition de l'opposition, qui préparait une marche prévue pour le 2 mai. La correspondance dans cette édition. Enfin, on ira au Kenya, la Greenland Girls School, une école de la seconde chance pour les mères adolescentes, dans un pays où plus de 125 000 naissances concernaient des adolescentes de moins de 19 ans en 2024. Et on ouvre ce journal au Mali, victime d'attaques dans plusieurs localités du pays, dont Kati, près de Bamako, et fief des militaires au pouvoir, Kidal, Gao ou encore Sévaré. L'armée qui confirme des combats évoque des groupes terroristes non identifiés. Elle affirme également que la situation serait sous contrôle. Écoutez. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé des violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des équipements détruits. Les opérations de ratissage continuent. La situation est sous contrôle. Et on retrouve tout de suite notre correspondant régional, Serge Daniel. Bonsoir Serge, quelles sont vos dernières informations ? Alors que la nuit est en train d'envelopper actuellement la ville de Kati, ville garnison près de Bamako et fief de la junte, des tirs nourris ont été entendus un peu avant que je ne prenne ici l'antenne. Et tout avait commencé ce matin à Kati lorsqu'un camion kamikaze a été jeté contre le domicile du ministre de la Défense. Le ministre de la Défense habite dans la ville garnison, dans le camp, dans le camp. Donc sa maison a été détruite, on n'a pas pour le moment de nouvelles de lui, et ça a tiré, donc visé des bâtiments appartenant à des officiers supérieurs, mais également des bâtiments militaires. Toujours à Bamako, cette fois-ci vers l'aéroport, il y a eu également des coups de feu, et d'ailleurs les vols ont été suspendus un peu plus au nord, c'est-à-dire au centre, à Sévaré, à 600 km au nord de Bamako. Coup de feu également. Au moment où je vous parle, assaillants et forces loyalistes sont en train de se disputer la ville. Un peu plus au nord, vous avez Gao, c'est la principale ville du nord du Mali. Et là encore, les assaillants sont en train de contrôler une bonne partie de cette localité. Même situation au nord-est du pays, c'est dans la région de Kidal. C'est une région qui a une frontière avec l'Algérie. Vous avez les djihadistes d'un côté, accompagnés des rebelles du FLA, les Fonds de libération de l'Azawad, qui sont en train de combattre, qui contrôlent une grande partie de la ville. Et les forces gouvernementales et les Russes sont retranchés dans l'ancien camp de la MINUSMA de Kidal, et ça tire encore. Mais de ce point de vue, le gouvernorat, par exemple, de la ville est contrôlé par les assaillants. Le drapeau national a été également descendu. Serge, ces attaques ont été revendiquées par le JNIM, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, qui évoque une alliance avec le FLA, Front de libération de l'Azawad. Est-ce la première fois qu'il parle ouvertement et de manière aussi assumée de cette alliance ? C'est la première fois qu'il parle ouvertement de manière assumée de cette alliance. Ce matin, lorsque les attaques ont commencé, j'ai interrogé un responsable du FLA. Il m'a dit non, nous ne sommes pas sur le même terrain que le JNIM. Donc en fait, c'est la première fois officiellement qu'ils reconnaissent qu'ils travaillent ensemble. On soupçonnait quand même l'existence de passerelles entre les deux groupes, mais vous connaissez la formule, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et Serge, pour finir, c'est la première attaque de cette ampleur depuis l'arrivée des militaires au pouvoir il y a 5 ans. Comment on peut expliquer cela aujourd'hui ?
Alors, il y a par exemple le problème de coordination officielle entre le JNIM et le Front de libération de l'Azawad qui a été résolu, par exemple, puisqu'ils sont dans le même camp. Peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais ils sont dans le même camp. Ensuite, c'est aussi peut-être la fin de la trêve. Vous savez qu'on avait parlé de trêve entre les djihadistes qui contrôlaient les axes routiers qui faisaient ramener le carburant à Bamako, et le gouvernement malien. Le gouvernement malien avait démenti, mais les djihadistes avaient dit on négocie avec eux. Peut-être que c'est effectivement la fin de la trêve. Et puis, dernière chose, il y a quand même les drones. Vous savez que l'armée malienne avait des drones. Depuis un moment, on ne les voit plus. Est-ce que ça ne facilite pas le jeu plutôt aux assaillants? Et puis, quand même, il faut le dire, c'est un échec sécuritaire du régime. Et le régime qui est là depuis 5 ans, et les djihadistes arrivent à attaquer ce qu'on peut appeler le cœur du pouvoir, c'est-à-dire c'est l'endroit le plus sécurisé du Mali qui a été attaqué, Kati, ville garnison, l'aéroport international. Donc c'est aussi un échec personnel des militaires au pouvoir de n'avoir pas pu prévoir et empêcher qu'on attaque Kati et simultanément 4 autres localités. Merci beaucoup Serge pour toutes ces informations précieuses. Merci Serge, vous êtes notre correspondant régional et on continuera de suivre l'évolution de la situation au Mali tout au long de nos éditions avec vous Serge. Donc reposez-vous bien. Merci beaucoup Serge. Deuxième titre de ce journal, le Tchad où le bras de fer s'intensifie entre le gouvernement et l'opposition. Le groupe de concertation des acteurs politiques, principale coalition de l'opposition, a été dissous ce 24 avril par décision de justice. Ces activités sont désormais déclarées illégales sur l'ensemble du territoire. Ce matin, plusieurs de ces figures influentes ont été interpellées alors que le collectif préparait une marche prévue pour le 2 mai prochain. Ghislaine Alataroum à N'Djamena. Parmi les personnes arrêtées figure le professeur Avoxouma Djona Atienemou, président du parti Les Démocrates, interpellé ce matin à son domicile en compagnie de son épouse. Quelques heures plus tard, c'est au tour de Max Kemkoy, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès, UDP et porte-parole du GCAP, d'être arrêté aux environs de midi. Selon des témoins, plusieurs autres responsables de partis membres de la coalition ont également été interpellés dans la foulée. Pour l'heure, aucune communication officielle ne précise les motifs de ces interpellations. La veille, une décision de justice a déclaré la coalition nulle et ses activités illégales sur toute l'étendue du territoire. Une mesure qui intervient alors que le groupe appelé à une marche pacifique dite marche d'indignation et de protestation nationale prévue le 2 mai et interdite entre-temps par le ministère de la Sécurité dans une note conjointe. Plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile dénoncent une tentative d'intimidation du pouvoir à l'encontre de l'opposition. Le GCAP regroupe une dizaine de formations politiques, toutes issues de l'opposition. On connaît désormais le nouveau gouvernement en République du Congo après la reconduction d'Anatole Colinet Makosso au poste de Premier ministre. Ils seront 41 ministres, dont plusieurs reconduits. Une équipe plus nombreuse que la précédente qui suscite déjà des réactions contrastées dans la population. La correspondance à Brazzaville de Vivas Mabwana. Dans un contexte de vie chère, de chômage persistant et de fortes attentes sociales, le nouveau gouvernement congolais publié dans la nuit du 24 avril est attendu sur des résultats concrets. Ils sont 41 ministres, plus que les 37 de l'équipe précédente, un mélange de continuité et de nouveaux visages, censé incarner un souffle nouveau. Dans les rues de Brazzaville, les avis sont partagés. Certains citoyens y voient une opportunité de renforcer l'efficacité de l'action publique. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait plus de membres du gouvernement. Ça permettra à ce que le gouvernement soit plus efficace. Et donc, nous attendons également l'efficacité de ce gouvernement et nous leur souhaitons bonne chance et bon vent. D'autres Congolais plus sceptiques estiment que ce changement de visage ne suffira pas à améliorer le quotidien des Congolais et dénoncent un gouvernement élargi, jugé coûteux et contradictoire avec le discours officiel sur l'accélération du développement. Ça ne va rien apporter par rapport aux autres gouvernements passés. Ce sont les mêmes personnes qui sont revenues presque, à part les 6 qu'ils ont levés, les 11 qu'ils ont ajoutés, mais ça sera presque la même chose parce qu'on connaît notre pays, on connaît ce qui se passe. L'une des solutions pour accélérer la marche vers le développement est la réduction du train de vie de l'État. Donc là, ils viennent, nous passons de 37 ministres à 42 ministres, ce qui fait appel à une augmentation du budget de l'État. Et donc non, ce n'est pas une marche accélérée vers le développement, mais c'est une marche accélérée vers le sous-développement. Ce remaniement intervient dans le sillage de la récente victoire électorale du président Sassou Nguesso.
Allez, direction Kenya, où une école lutte contre la déscolarisation des mères adolescentes. Le pensionnat, le seul dans le pays, offre aux jeunes filles la possibilité de poursuivre leur éducation tout en prenant soin de leurs enfants. Une seconde chance sans stigmatisation pour briser le cycle de l'exclusion. Clémence Valère. Sont en classe, ces enfants sont à la garderie. Ils font partie des 80 nourrissons et enfants en bas âge qui résident dans ce pensionnat kényan, adapté pour les mères adolescentes. Soutien scolaire, psychologique et social, l'école et son corps enseignant tentent d'aider leurs étudiantes à jongler entre leurs études et leurs responsabilités de parents. L'attention qu'on me porte ici, l'amour et tout le reste, je ne pense pas pouvoir en bénéficier ailleurs, car d'après ce que je sais et ce que j'ai vécu, beaucoup de gens me jugeaient parce que je suis tombée enceinte à 18 ans, pendant mes études. Nous proposons un accompagnement psychologique, je discute avec elles, j'essaie de les comprendre. En discutant avec elles, on arrive à comprendre l'enfant et la mère. La loi kenyane interdit les relations sexuelles avec et entre mineurs. Néanmoins, en 2024, le pays a enregistré plus de 125 000 grossesses adolescentes âgées de moins de 19 ans. Face au rejet et la stigmatisation de la part de leur famille et communauté, rendre l'éducation accessible aux filles mères est un défi. Toute jeune fille qui tombe enceinte et abandonne ses études doit pouvoir réintégrer n'importe quelle école du pays, n'importe laquelle. C'est vraiment essentiel. Ces écoles qui contribuent à réduire les inégalités doivent également être soutenues. D'ailleurs, certaines élèves ont pu poursuivre leurs études pour devenir fonctionnaires, avocates et même médecins. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez l'essentiel avec David Delos. Restez sur France 24, l'information continue.